La bibliothèque du CET a réalisé une exposition pour montrer les livres anciens contenus dans cette bibliothèque. Les livres anciens proposés ici sont du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle et ont pour thème commun de répondre à la demande de réforme de Luther et de Calvin en France. L'exposition permet de montrer un panel de toutes les formes de réponses. Vous avez aussi bien des réponses de catholiques que des réponses de protestants, que des réponses d'hommes politiques. Chacun prend des arguments dans sa foi, des arguments dans les conciles qui vont avoir lieu après les demandes de réforme de Luther, et des arguments aussi qui sont politiques, comme on le verra tout à l'heure avec Richelieu. Le style des livres est en général toujours très lisible, parce qu'à partir de la Renaissance, le français est le même que le nôtre. Il y a un petit peu une typographie différente, c'est-à-dire qu'on a des S et des F qui sont un petit peu communs, mais sans ça, tout se lit très bien, le style est fluide, tout livre peut être consulté à la bibliothèque quand vous voulez. Vous allez avoir soit des réactions très violentes, comme le livre qu'on va voir ici, qui s'appelle « Le tombeau des hérétiques », qui est écrit par Georges Lapôtre, qui emploie un vocabulaire à la limite de l'insulte, qui va traiter vraiment les calvinistes de pourceaux hérétiques, mais c'est le seul livre qui soit aussi exagéré en vocabulaire. On va avoir aussi un livre de René Rapin, qui s'appelle « Les artifices des hérétiques » et qui est là derrière moi, et qui lui va reprocher l'attitude des hérétiques. Ils font des réunions cachées, ce qui peut se comprendre, mais surtout, ça n'est pas une vraie religion, ce ne sont pas des chrétiens, car ils n'ont pas eu de martyrs. Gros reproche fait au protestantisme. Mais ce qui sauve l'ensemble, ce sont les véritables humanistes de l'époque, comme par exemple Montaigne, qui, dans les essais, va consacrer un chapitre intitulé « De la cruauté » à la défense des idées nouvelles. C'est-à-dire, pourquoi, dit-il, et la Boétie l'accompagne, pourquoi sommes-nous nés dans un siècle où les gens vont se battre, s'écharper, se massacrer pour des idées? Mais allons voir les idées des autres. Alors, Montaigne, lui, il est au Parlement de Bordeaux. Le roi lui demande de bien connaître les arguments de chacun, de jouer un petit peu les tampons. Donc, Montaigne va rencontrer les protestants, rencontre les catholiques, s'intéresse énormément aux idées nouvelles et ne comprend pas pourquoi on va se massacrer pour ça. Il ne devient pas protestant pour autant. Son frère et sa sœur seront protestants, mais lui pas. Nous avons aussi, de l'autre côté, une lettre d'un docteur allemand de Strasbourg qui va s'adresser à un protestant et qui va étudier point par point tous les arguments du protestant dans un style fluide, aimable, poli, très agréable à lire, et qui va quand même à la fin lui dire que, bon, il faut changer. Mais il va prendre 6 obstacles au salut qu'il va donc bien préciser en montrant aux protestants que s'ils ne changent pas dans ces arguments-là, eh bien le salut ne sera pas pour eux. Les autres livres qui sont présentés, qui sont des livres qui vont de l'époque de Luther, donc 1525, jusqu'à la Révolution française, sont des livres de spiritualité, des livres d'argumentation pour répondre aux problèmes de la justification et de la grâce de Luther, pour répondre aussi au libre arbitre, pour répondre aux problèmes que posait Luther sur le sacrement de pénitence. Tous ces arguments-là sont très bien posés. Moi, j'invite tout le monde à venir consulter ces livres. Ils se lisent, vous prenez le chapitre que vous souhaitez et vous le lisez à la bibliothèque. Derrière moi, il y a tous les livres qui concernent le Concile de Trente. Ce concile va être convoqué en 1545 et va se terminer en 1563. C'est un concile qui va répondre
à Luther et qui va redéfinir tous les points de dogme. On sait aussi que Luther a eu une correspondance très importante avec Léon X, qui était le pape à cette époque-là, et on peut lire des passages des lettres de Luther où il ne mâche pas ses mots. « La curie romaine ne mérite pas un pape comme toi, ni des papes qui te ressembleraient. Il lui faudrait Satan lui-même, car dans cette Babylone, c'est bien lui qui gouverne plus que toi. » Nous avons les œuvres de Luther, dans lesquelles on peut voir tout ce que Luther défend, et nous avons toute la correspondance avec Léon X, dans un livre ici de 1850, où on a toute la vie de Léon X, et à quel problème il a été confronté du fait de la demande de réforme de Luther. Ce qui symbolise l'événement Luther, ce sont les 95 thèses qui argumentent sur les vertus des indulgences. Mais le gros problème de Luther, c'était qu'il était angoissé par son salut et il remettait en cause beaucoup de points de dogme. Ce ne sont pas uniquement les indulgences qui faisaient demander une réforme par Luther, ce sont aussi les abus du clergé, mais ça, vous verrez ça dans toute l'exposition. Le Concile de Trente a donné lieu à une très grosse publication, notamment les décrets du Concile de Trente, qui sont publiés dès 1566 dans ce livre qui est donc très ancien. Le Concile se termine en 1563 et dès 1566, on a tous les décrets qui sont publiés, ce qui est quand même un record. Nous avons aussi le Concile de Constance et nous avons ici l'histoire de la réception du Concile de Trente. Alors en Italie, ça se passe très bien. À Milan, le concile, les décrets sont acceptés. En Allemagne, les ministres de la confession d'Augsbourg disent non, c'est pas ça qu'on avait demandé, donc l'Allemagne refuse les décrets. Et en France, Henri III, jusqu'à la fin de son règne, va refuser les décrets du Concile de Trente. Et effectivement, il a le droit. À partir du moment où le prince ou l'autorité du prince n'accepte pas les décrets, le pays n'accepte pas les décrets, ce qui laisse perplexe. On a aussi le catéchisme du Concile de Trente, réalisé par Canisius, et on a tous les décrets et aussi l'histoire de la réception bien détaillée selon les pays, les pays d'Occident, d'Europe. Dans les deux armoires qui sont là, on va avoir d'une part les œuvres de Richard Simon. Richard Simon est le père de l'exégèse ou de l'étude critique de la Bible, ce qui veut dire, lorsqu'on va commenter un texte, il faut trouver les textes sources. Il n'y en a pas eu un seul qui donne matière à réflexion, mais il y a eu plusieurs versions hébraïques, plusieurs versions grecques. Il faut les étudier toutes, les faire discuter entre elles. Et là, en France, la Sorbonne dit non, il y a une manière d'interpréter la Bible, on ne va pas s'égarer dans plusieurs manières. Donc ces œuvres sont mises à l'index. Et l'Allemagne apprend ce qu'a écrit Richard Simon, fait venir ces manuscrits, les traduit en allemand et les publie. Et en Allemagne, ça a un succès énorme. Alors du coup, la Sorbonne change d'avis et accepte qu'on publie les œuvres de Richard Simon. Nous avons ici une très belle édition des œuvres de Richard Simon qui était en possession de Nicolas-Joseph Foucault, avocat français, et qui avait mis ses armes sur la couverture du livre, et c'est absolument magnifique. Et dans l'autre armoire, nous avons d'abord un catalogue des auteurs ecclésiastiques. Dans ce catalogue, vous allez avoir une biographie de Richard Simon. Et puis nous avons ici ce qui symbolise un petit peu les publications des protestants. Le pasteur Basnage, qui était à La Haye, a publié en français non seulement un livre qui dit « Mais attention, ce ne sont pas des idées nouvelles et étrangères, les idées des réformés, les idées
protestante, enfin les idées qui demandent des réformes, existaient déjà chez les Vaudois et les Cathares, donc c'est une idée française. Il ne faut pas tout de suite les étiqueter de étrangères et hérétiques. Le pasteur Basnage va aussi éditer une histoire de l'Église, dans laquelle il reprend certains canons du concile d'Orange, qui était un concile qui avait traité du pélagianisme, du semi-pélagianisme même. Et Basnage dit, bon, c'est écrit en latin, personne parle latin, c'est bien connu, donc je vous les écris en français, je ne pense pas qu'on m'en voudra. Et effectivement, on a les canons de ce concile traduits ici. Tout autour de l'exposition, on avait mis quelques événements français, notamment les rois de France, au cours de cette période-là, mais surtout, on peut voir deux illustrations qui représentent des hôtels de Normandie qui ont été élaborés, construits après le Concile de Trente, parce que le Concile de Trente a dit il faut que le peuple des fidèles ait le regard tourné vers l'autel, il faut que l'autel soit très visible, et donc on a même dans les toutes petites églises du XIIe siècle, on voit encore des grands autels baroques. Donc le fidèle a le regard attiré vers cet autel, et sur l'autel il y a aussi un tableau représentant soit le sacrifice du Christ, soit quelque chose qui a un rapport avec le sacrifice de la messe. Donc deux autels, celui-ci avec des colonnes en torsade, et puis de l'autre côté là-bas, un autel complètement redoré. Les thèses de Luther et l'histoire de Luther sont sur des grands panneaux, et tout ça est inscrit au sein de l'histoire de France.